on a essayé au début du chapitre, à partir d'une permutation, de déterminer sa permutation réciproque, c'est-à-dire la bijection réciproque. Alors pour les p-cycles, c'est assez facile à faire. Donc déjà, première remarque qu'on peut faire, si on applique p fois d'affilée un cycle de longueur p, on trouve l'identité. Parce que vous imaginez, là, on reprend cet exemple. 2, si j'applique une fois sigma, il est envoyé sur 5. Si j'applique 2 fois sigma, le 2, il est envoyé sur 3. Si j'applique 3 fois sigma, sigma de 2, ça va me donner 5. Sigma au carré de 2, ça va me donner 3. Sigma au cube de 2, ça va me redonner 2. Donc sigma à la puissance p est égal à l'identité. Ce qui vous permet d'obtenir facilement la bijection réciproque, puisque sigma composé avec sigma puissance p-1 fait l'identité, ça veut bien dire que la bijection réciproque, c'est sigma puissance p-1. Parmi les cycles, il y en a des particuliers, c'est les deux cycles, c'est-à-dire ceux en fait où il n'y a que deux valeurs qui sont échangées. On appelle ça des transpositions. On échange en fait deux valeurs dans un cycle. Alors, quel est l'intérêt des cycles et des transpositions? C'est tout l'objet du théorème 3. Ce théorème, qu'est-ce qu'il vous dit? Que toute permutation de 1n se décompose en produit, alors en produit en composé. On dit produit, c'est pour dire la loi qui va avec le groupe, en produit de cycles à support disjoint. Ça, c'est très important. Et une telle décomposition est unique à l'ordre près. Avant de faire la démonstration, on va tout de suite regarder sur un exemple comment est-ce qu'on détermine cette décomposition. Vous devez absolument savoir le faire. Donc imaginons là, on a une permutation de S10, c'est-à-dire de l'ensemble indice dans l'ensemble indice. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer les cycles? Eh bien simplement, on va les lire sur la transposition, sur la permutation. Alors on commence par 1, c'est le plus simple, mais vous pouvez commencer par celui que vous voulez. Mais souvent on commence par 1. 1, il est envoyé sur 4. 4, il est envoyé sur 7. 7, il est envoyé sur 1. Donc ça y est, j'ai fait un cycle. 1, 4, 7. 2, il est envoyé sur 2. Donc c'est pas la peine de l'écrire dans les cycles. On passe à 3. 3 est envoyé sur 10. 10 est envoyé sur 8. 8 est envoyé sur 3. Deuxième cycle. Donc on l'écrit. 3, 10, 8. Donc 1 on l'a fait, 2 on l'a fait, 3 on l'a fait, 4 on l'a déjà vu dans le premier cycle, 5 est envoyé sur 5, donc c'est pareil, on ne l'écrit pas. Ce n'est pas dans le support de la permutation. 6 envoyé sur 9, 9 envoyé sur 6. Donc le dernier cycle qui sert, c'est en fait la transposition. On vérifie qu'on les a bien tous mis, donc là on en a 8. À ça s'ajoute le 2 et le 5 qui sont envoyés sur eux-mêmes, donc on n'a pas besoin de l'écrire. Voilà donc les trois cycles qui vont permettre de décomposer la permutation sigma. Si vous ne commencez pas par 1, par exemple vous commencez par 3, c'est pas grave, c'est ce cycle que vous allez écrire en premier. Mais on va démontrer qu'il commute, donc en fait vous n'avez aucun problème pour l'ordre. Quelqu'un qui commence par autre chose que 1 trouvera quand même les mêmes trois cycles que moi. Alors la démonstration, elle est exactement basée sur ce principe, c'est-à-dire de fabriquer des cycles. Problème, comme on doit le faire avec une permutation théorique, c'est-à-dire dont on ne connaît pas exactement les valeurs, la démonstration tout de suite devient un petit peu plus théorique. Mais l'idée c'est la même. Première remarque importante, cette démonstration n'est pas exigible. Donc, je vous le fais un peu rapidement pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais volontairement, je ne rentre pas dans les détails et vous n'avez pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Alors, on fait l'existence. L'unicité, c'est complètement hors programme, ce n'est même pas la peine qu'on se lance là-dedans. Pour l'existence, on va d'abord définir sur l'ensemble 1n une relation binaire qui vous dit que x et y sont en relation si et seulement si il existe une puissance de sigma telle que y soit égale à sigma k de x. Autrement dit, au bout d'un moment, à force d'appliquer sigma, x va être envoyé sur y. On peut démontrer que cette relation est une relation d'équivalence. Vous pouvez essayer de le faire. En tout cas, je ne le ferai pas, mais ce n'est pas compliqué à faire. Puisque c'est une relation d'équivalence, comme d'habitude, on s'intéresse à ces classes d'équivalence. Donc je vais appeler x1, xp les p classes d'équivalence.
P étant un entier compris entre 1 et n. Et puis, pour chacune des classes d'équivalence, je prends un représentant de cette classe d'équivalence. Ça, c'est comme dans les congruences, vous vous souvenez, congru à 7 modulo 3, on dit que c'est pareil que congru à 4 modulo 3, donc en fait on prend 4 comme représentant de la classe d'équivalence. Mais on pourrait garder 7, c'est vraiment une convention. Donc là, j'appelle x1 un élément de la première classe d'équivalence, qui veut dire que dans x1 ou dans xi, il y a toutes les puissances de sigma appliquées à xi. Bon, voilà, ça fait un peu penser, comment dire, aux racines n-ième de l'unité. Puisqu'il y a k qui appartient à z, en fait, on peut démontrer, exactement comme pour les racines n-ième de l'unité, grâce à la division euclidienne, qu'en fait, dans cet ensemble, il n'y a qu'un nombre fini d'éléments. Autrement dit, à partir d'une certaine puissance, on retombe sur le produit. Exactement comme les racines n-ième de l'unité. Donc, il existe PI tel que xi, en fait, la classe d'équivalence, elle soit simplement formée de ces PI éléments. Et bien, ce sont ces éléments-là qui vont faire les cycles. C'est-à-dire qu'on pourrait démontrer, en les écrivant, hein, c'est toujours pareil, que finalement, sigma, c'est pareil que le cycle qui contient tous les éléments de la première classe d'équivalence, composé avec le cycle qui contient tous les éléments de la deuxième classe d'équivalence, etc., etc. Alors, cette démonstration, je vous le redis, n'est pas exigible. Par contre, vous devez absolument savoir faire la méthode.